Salut et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas au top de votre forme ? Vous avez peut-être fait des analyses de sang, tout est ok, votre médecin vous a rassuré, mais pourtant vous ressentez que vous n'êtes pas optimal. Eh bien, avec notre invité du jour, Rivka Depaz, on va parler de tous ces critères qu'il faut aussi prendre en compte pour augmenter votre ressenti de forme. On va parler lumière, on va parler d'hormones, de digestion, de pesticides. Alors attention, c'est un épisode qui est ultra riche, mais très accessible, alors prenez bonne note. Je vous laisse écouter ma conversation avec Rivka Depaz, dont je suis moi-même la patiente et dont je suis assez fan. Salut à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Et donc nous recevons enfin la reine de l'alimentation, Rivka Depaz. Très difficile à attraper, donc on est très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc Rivka, tu es pharmacienne. De formation de base et tu te décris aujourd'hui comme experte en nutrition fonctionnelle. Alors, bienvenue dans le podcast. Merci. Et tout de suite, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la nutrition fonctionnelle ? Alors, on peut appeler ça même la santé fonctionnelle, la naturopathie fonctionnelle. Tu as des naturopathes qui font ça. Tu as des médecins fonctionnels, donc c'est vraiment une discipline un petit peu à part. En fait, on va dire que c'est une médecine de santé. C'est-à-dire que quand tu vas étudier cette médecine, tu apprends les mécanismes physiologiques du corps quand ton corps est en bonne santé. Ce qui n'a pas été le cas dans mon apprentissage en pharma, ou même, tu sais, mes collègues médecins, ils t'en parleront. On apprend le corps, comment fonctionne le corps quand on est malade à travers la maladie, à travers le fonctionnement d'un médicament, par exemple. Par exemple, j'essaie de trouver des exemples, mais le module immunité, qui était un module hyper gros, j'ai jamais appris que 80% du système immunitaire se trouvait au niveau de l'intestin. Tu vois, alors que c'est juste hyper important de le savoir, parce que pourquoi est-ce qu'on a tout le système immunitaire qui est au niveau de l'intestin ? Parce que, enfin pas tout, mais quasiment, parce que s'il y a un passage de bactéries de l'intérieur de l'intestin vers notre sang, bah, du coup c'est là où il peut y avoir pathologie. Et donc l'idée c'est de barricader l'intestin. Et c'est la première chose à faire, justement, pour éviter des pathologies, c'est de barricader l'intestin. Or, on ne m'a jamais parlé d'intestin à la fac de pharma. Formation de pharma, voilà. C'est 7 ans d'études. Exactement. Au niveau de l'immunité, on ne m'a jamais parlé d'intestin, alors que c'est vraiment le premier élément à avoir. Donc, ça veut dire quoi, fonctionnel, en fait ? Parce que c'est vrai que finalement, même en sport, parfois, on apprend ça. Enfin, tu vois, est-ce que c'est un mouvement fonctionnel ? Ça veut dire quoi, fonctionnel ? En fait, dans ton corps, tu as des fonctions et il faudrait qu'on puisse remplir ces fonctions à 100%. Et tu as des nuances entre la pleine santé et la pathologie aiguë. Tu as la zone grise entre les deux. Et du coup, tu peux, par exemple, ne pas être en pleine santé, être fatigué, avoir les cheveux qui tombent, avoir le moral à zéro, avoir des tendinites, avoir des sinusites à répétition, être tout le temps un petit peu malade. Donc, tu es dans un petit état un petit peu inflammatoire, tu n'es jamais en pleine santé. Et donc, on appelle ça des troubles fonctionnels. Donc, ce n'est pas de la pathologie aiguë, mais des troubles fonctionnels. Et donc, nous, l'idée, c'est que tu puisses être en pleine santé. Et en fait, le but de la médecine fonctionnelle, c'est de trouver la cause profonde d'une pathologie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se limiter à soulager le patient, de ces symptômes. On peut soulager le patient parce que parfois il a des symptômes, etc. Mais on ne va pas se limiter à ça. On va trouver la cause profonde. Et une fois qu'on aura trouvé la cause profonde, par des bilans approfondis, etc., on va questionner beaucoup le patient. C'est vraiment centré sur le patient. C'est très personnalisé comme médecine. Pourquoi ? Parce que chaque personne est unique. Et c'est vrai que, bien sûr, il y a des tendances générales sur l'alimentation. On va te dire, oui, il faut manger tant de fois par semaine, tel aliment, tous les jours, ça et ça. Oui, il y a une tendance globale, mais parfois, tu vas être obligé de faire une éviction totale d'un aliment pour un individu. Alors, par exemple, les œufs, c'est excellent pour la santé. Pour autant, j'ai des personnes qui vont avoir un psoriasis très important. Et je vais remarquer que les œufs, ils sont allergiques aux œufs, pas au sens, tu as des symptômes tout de suite, tu vas faire un œdème et des rougeurs, mais tu as des allergies retardées, ce qui vont faire que ça va trop bousculer l'immunité, si tu veux, et leur provoquer une maladie comme le psoriasis. Donc, pour qu'on comprenne bien, en fait, finalement, la nutrition fonctionnelle, même la médecine fonctionnelle, c'est plutôt pour améliorer un peu l'état de santé du quotidien, de quand on n'est pas vraiment malade, mais pas non plus au top du top, c'est-à-dire la majorité des gens. Et pour prévenir aussi. Pour prévenir des maladies qui pourraient arriver.
Mais vous n'êtes pas du tout en contradiction avec la médecine qui guérit des maladies quand on a quelque chose de grave et qu'il faut prendre en charge rapidement, quoi. Non, on est complètement complémentaires. Au contraire, j'ai eu parfois des patients qui ont eu des cas, c'était des cas un peu particuliers. Je leur ai dit, là, il faut voir le médecin. Je vais faire une prise de sang, je vais leur faire une prise de sang. Alors moi, je ne prescris pas de bilan sanguin, mais je vais leur dire d'aller demander à un médecin de leur prescrire un bilan sanguin, d'essayer de leur demander des marqueurs que moi, j'ai demandé. Et sinon, je leur dis, de toute façon, on peut payer. En France, on a la chance, je ne sais pas jusqu'à quand, parce qu'en Belgique, ce n'est pas le cas, on a la chance de pouvoir demander n'importe quelle analyse à un labo, tant que tu le payes. Okay. Donc, si dans une prise de sang, je vais voir par exemple une prolactine au plafond, la personne ne s'attend pas du tout à avoir ça en plus, donc c'est vraiment préventif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de symptômes particuliers, elle est venue pour une fatigue, etc. Et là, je vais lui dire, ok, tu vas voir un endocrino, il y a peut-être une suspicion d'adénome hypophysaire ou autre. Parfois, tu as des patients qui ont des gros problèmes gastriques, ça semble aigu, je préfère d'abord qu'ils aillent faire une consultation, éliminer une cause grave et ensuite me voir. Donc en fait, c'est complètement... complémentaires, on peut faire les deux choses en parallèle, quoi. Ok. Donc finalement, en fait, tu es là un peu pour régler les problèmes latents, en fait, des petits trucs pas graves, mais qui sont finalement gênants au quotidien, quoi. Exactement. Et donc tu exploses et tes consultations sont tellement remplies que tu prends plus de nouveaux patients. Enfin, je trouve que c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que quel est toi ton ressenti? Après, on va aller bien sûr dans les explications un peu plus particulières, mais quel est ton ressenti, toi, finalement? Parce que tu es passée de pharmacienne à experte en nutrition fonctionnelle en quelques mois, années. Tu exploses tout de suite dans tes rendez-vous. Tu n'arrêtes pas de refuser des patients. Tu me dis souvent par message que ça explose, les maladies inflammatoires, tout ce que tu as l'impression de voir. Les gens ne vont pas bien, sont énormément fatigués. Qu'est-ce que ça dit finalement du quotidien de monsieur et madame tout le monde? C'est compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde avec beaucoup de stress. Alors, c'est même pas que l'alimentation, c'est-à-dire que moi, quand je vais parler en consultation avec mes patients, je vais leur expliquer plein de choses et je vais parler même en dernier d'alimentation parce que je vais essayer de leur dire de gérer leur stress, que ce soit leur stress chronique, l'exposition à la lumière naturelle, on est enfermé, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont stressants pour notre corps et de plus en plus. En fait, on a un programme génétique. Et on a trop vite évolué dans la sédentarité, dans de la malbouffe, dans le stress chronique, dans les pesticides, la pollution, tout ce que tu veux. Ce qui fait que même si on essaye de bien manger, finalement, on ne se sent pas forcément hyper bien. Les gens qui viennent me voir, souvent, c'est des gens qui mangent plutôt bien. Alors, il y a plein d'ajustements alimentaires, mais c'est des gens qui mangent bien, qui sont très avertis au sujet de la nutrition. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent me voir. C'est une niche, en fait, de gens qui s'intéressent à tout ça et qui viennent me voir et qui sont déjà avertis, qui connaissent déjà plein de choses. Et ils sont quand même pas au top. Il y a des problèmes hormonaux, des déséquilibres, il y a des grosses fatigues chroniques, etc. Et oui, et c'est vrai qu'en fait, je pense que les gens ont besoin de se sentir accompagnés, aidés, compris aussi. Parce que c'est vrai qu'en médecine allopathique, tu as juste 10 minutes, tu n'as pas le temps de raconter ta vie. Il y a aussi le côté émotionnel, psychologique. Je pense que le patient a besoin qu'on l'écoute. Je vais poser beaucoup de questions sur sa vie, sur son enfance, sur son métier. Il y a vraiment ce côté émotionnel qui est très important et le patient se sent enfin compris, en fait. Vraiment. Il se sent pris en charge. Alors, c'est vrai que ça met un peu de pression parce que, du coup, t'es un petit peu t'es la dernière ligne. C'est-à-dire que le patient a tout essayé, il ne trouve pas la solution et on vient me voir. Donc, c'est une grosse pression, mais c'est hyper intéressant, c'est palpitant. Enfin, moi, je suis passionnée par ça. Donc, parfois, je vais me pencher pendant des heures sur un cas d'un patient parce que je ne connais pas trop le sujet et je vais rester des heures à chercher dans la littérature scientifique. Je vais peut-être même parfois me former exprès sur un sujet précis pour un patient. C'est parce que je suis passionnée. Mais alors, qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est-à-dire que les gens viennent te voir, c'est quoi? Donc, tu me dis des fatigues, des allergies pas très comprises, rien trop ne marche. Qu'est-ce que tu cherches et comment est-ce que tu aides les gens? Alors, par exemple, je vais te donner un exemple de patient, parce que j'en ai très souvent, c'est la maladie d'Hashimoto. Donc,
tu as des patients qui viennent me voir et qui vont voir leur médecin traitant. Ils vont leur dire, je suis fatiguée, je suis épuisée dès le matin, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de concentration, j'ai un brain fog, le brouillard mental, j'ai les cheveux qui tombent, etc. J'ai le moral qui fluctue, j'ai des troubles digestifs, je suis pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas comme d'habitude, je suis pas bien, je comprends pas. Le médecin va faire une prise de sang. Il va regarder, il n'y a rien qui est en gras et en rouge. Il va regarder même la thyroïde. Et il va, en fait, tu as des bilans qui sont beaucoup plus approfondis de la thyroïde. Par exemple, le médecin, il va te prescrire juste une TSH. Donc, c'est le marqueur que tous les médecins vont regarder, vérifier. Or, c'est pas le marqueur qui nous... Enfin, moi, en tout cas, si j'ai ce marqueur, juste ce marqueur, je ne pourrais rien voir. C'est comme si on ne montrait rien de ce qui se passait chez la personne. Donc, on va se limiter à un marqueur. On va voir qu'il est dans la norme et qu'il est labo, alors que ça peut être un marqueur qui n'est pas forcément déjà dans une norme santé optimale. Mais même s'il est dans une norme santé optimale, c'est pas suffisant. Par exemple, si je parle de la thyroïde, la TSH, c'est une hormone, mais c'est pas l'hormone active du corps. Moi, je veux voir ce qui se passe avec les hormones actives du corps. Donc, je vais tout doser. Et là, je vais voir. Donc, tu peux avoir une TSH qui est dans la norme, et même une norme optimale, et pour autant avoir des hormones thyroïdiennes actives qui sont très basses, en fait, dans le sang de la personne. Donc, je vais tout regarder. Je vais regarder de manière approfondie. Et je vais regarder aussi les anticorps qui se dirigent contre cette thyroïde, parce qu'il y a énormément de maladies auto-immunes, et surtout la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, en fait, quand la personne est fatiguée et qu'elle va voir son médecin et que le médecin va dire tout va bien, c'est dans la norme, rentrez chez vous, la personne, elle se sent hyper frustrée, pas comprise, elle ne comprend pas ce qu'elle a. Et il y a même parfois... Alors, à la limite, parfois, on se dit c'est la fatigue, il faut se reposer, il faut dormir les enfants, plus, oui. C'est le stress du travail. Mais parfois, moi, j'ai des patients, je dis patientes, la plupart du temps, parce que c'est souvent des femmes, malheureusement, mais elles sont jeunes, elles ont 25 ans, 26 ans, et en fait, elles sont fatiguées, elles n'ont pas d'enfants. Et là, quand je leur pose des questions que je creuse, on n'est pas censé être fatigué comme ça à 25 ans. C'est pas possible, c'est pas normal. Et moi, j'ai quand même l'impression que tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Enfin, quand tu écoutes les gens, c'est quand même quelque chose de permanent. Cette espèce de fatigue profonde. Alors, c'est vrai que, par exemple, c'est rigolo parce que ma mère, donc, qui a plutôt 75 ans, qui est un peu de la vieille école, elle dit « Ah non, mais il faut arrêter de dire qu'on est fatigué, il faut y aller, il faut y aller ». Et moi, quand j'entends toutes mes copines autour de la quarantaine, mais même certains de mes jeunes collègues plus jeunes, autour de la trentaine, 25, tout le monde est profondément claqué. C'est vrai. Et notamment moi, dans mon métier de coach sportif, quand je dis... Je me suis fait tracher ce week-end, donc voilà, je n'ai pas de problème. Quand je dis que 10 000 pas par jour, c'est quand même un minimum syndical et qu'idéalement, il faudrait faire plus, pas forcément que des pas, mais plutôt du sport un peu plus intense, je me fais pourrir absolument sur les réseaux sociaux parce que mon message est inaudible. Les gens sont déjà épuisés. Déjà, moi, je trouve que quand tu as des messages comme ça sur Instagram, je pense qu'il y a un côté sur Instagram où les gens ont besoin d'être brossés dans le sens du poil, un côté très de déculpabiliser à chaque fois les gens. Et finalement, tu passes pour une extraterrestre quand tu dis qu'il faut bouger tous les jours et que même si tu fais 1 heure de sport par jour et que tu restes assise toute la journée devant ton ordinateur, tu es sédentaire et donc tu peux augmenter les maladies inflammatoires chroniques parce que tu es sédentaire alors que tu as fait ton heure de sport tous les jours, chose qui est très rare aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je me bats aussi un petit peu pour ça, pour un peu bousculer, tout en étant sympa, mais de montrer aux gens qu'on n'est pas programmé pour rester sédentaire. On n'est pas programmé pour rester enfermé dans des bureaux. On est programmé pour être exposé à la lumière naturelle. On n'est pas programmé pour le coca ou pour... voilà, donc à partir du moment où biologiquement, c'est pas... On ne veut pas culpabiliser. C'est ton corps qui te le demande. C'est biologiquement, tu es programmé comme ça. Et bien sûr qu'on évolue dans le temps, les gènes évoluent, mais simplement là, en quelques décennies, on a complètement bouleversé notre façon de vivre. On est sédentaire, on est enfermé, etc. On a du stress chronique, on a de la pollution, on vit dans des villes, on est dans des endroits bétonnés, on n'a pas de contact avec la nature. Notre corps, il ne connaît pas ça. Donc de simplement expliquer aux gens que c'est simplement ton corps qui demande ça et d'expliquer pourquoi t'es programmé pour ça.
eh bien, la personne va plus l'entendre. Mais c'est vrai que je peux paraître pour une extraterrestre si je vais te dire de bouger tous les jours, en plus de faire ton sport, je sais pas moi, de consommer telle et telle chose, d'enlever ta croûte du pain tous les jours, parce que la croûte du pain, c'est quand même de la glycation. Ça paraît anodin et banal, mais au final, tous les jours, ça, plus ça, plus ça, ça s'accumule et ça crée de l'oxydation, ça crée de l'inflammation. Donc bon, c'est cet effet Instagram aussi, mais oui, tout le monde est fatigué. Enfin, en tout cas, 60% des Français se disent fatigués chroniques. Donc, et il y a tellement de causes à la fatigue qu'il faut trouver pourquoi la personne est fatiguée. Donc en fait, mon job, c'est d'être une enquêteuse finalement et d'essayer de comprendre, de voir qu'est-ce qui rend cette personne fatiguée et de la mettre en pleine santé, de lui expliquer les choses aussi. Parce que cette médecine, c'est ce que je dis souvent aux patients, c'est que c'est une médecine participative. Ça veut dire que moi, je vais juste donner quelques clés, mais les résultats qui sont incroyables chez mes patients, c'est des patients qui ont suivi entre guillemets à la lettre, qui ont été hyper motivés, qui ont vraiment fait les choses. Et ça, c'est important parce que moi, je peux pas faire les choses à la place, quoi. Tous acteurs finalement de sa propre santé, mais du coup, en fait, c'est presque un nouveau pan de la médecine des 4 P, participative, préventive, personnalisée et prédictive. Donc prédire les maladies qu'on va peut-être pouvoir avoir dans quelques années et d'y participer. Exactement. Donc en gros, toi, tu fais un énorme bilan alimentaire, mais aussi finalement hygiène de vie, et après tu vas chercher. Exactement. Et ce que tu vas chercher, c'est quand même très souvent des marqueurs d'inflammation. Ouais. Il y en a plein. Cette inflammation de bas grade dont on parle un peu tout le temps, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que tout le monde est inflammé? Qu'est-ce que c'est que cette inflammation? Alors, tout le monde est inflammé, oui et non. Enfin, je pense que on est presque tous un petit peu inflammés. Forcément, on est exposé quand même à la pollution, à des pesticides, à du stress chronique, à de la sédentarité. Voilà. C'est pas un effet de mode, c'est la vérité. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflammation déjà? L'inflammation, on a l'impression que c'est quelque chose de péjoratif. On serait mort s'il n'y avait pas d'inflammation. Donc, l'inflammation, on en a besoin. Pourquoi? Parce que si tu te blesses, si tu as une bactérie, un virus, il faut qu'on mobilise des cellules immunitaires au niveau du site d'infection pour pouvoir défendre et en fait dégager l'intrus. Et cette réponse, elle est très forte, très très vite, très rapide, et par contre, elle est temporaire. Et au moment où l'inflammation débute, il y a tout de suite une résolution de l'inflammation. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce que tout de suite, ça fait penser tilt à l'alimentation, avec les oméga 3, etc., puisque les oméga 3 vont tout de suite aider à résoudre cette inflammation. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de résoudre cette inflammation rapidement, que ce soit temporaire, dans un temps limité. Donc résoudre, c'est-à-dire terminer. Exactement. Okay. Et une fois, c'est rouge, c'est chaud, tu t'es blessé, c'est rouge, c'est chaud, c'est gonflé. Tout va bien, c'est normal, c'est physiologique, ça veut dire que ton corps fonctionne bien. Et en revanche, une inflammation de bas grade, eh bien, tu vas avoir une activité immunitaire qui va persister dans le temps, à bas bruit, pernicieux, comme ça, sans vraiment de symptômes. Ou alors, parfois, tu peux avoir des petits symptômes et qui paraissent pas graves, comme des inflammations, tout ce qui est en HIT, donc tendinite, sinusite, des angines à répétition, de la fatigue, du brouillard mental, un moral qui est bas, un état un peu dépressif. Donc, tout ça, c'est de l'inflammation de bas grade. Et en fait, ton corps, il va produire comme ça, en continu, des molécules inflammatoires. Donc des molécules inflammatoires, c'est-à-dire que c'est ton corps qui fabrique des anticorps, ou des cellules... Des cellules immunitaires qui sont actives. Qui sont actives et qui s'activent contre quoi? Contre ton cerveau pour le brain fog, contre tes tendons pour les tendinites? Alors, alors comment je vais expliquer ça? Il y a plein de causes... Il y a plein de causes en fait à l'inflammation. C'est-à-dire que tu peux avoir ton système immunitaire déjà qui est dérégulé. En fait, le système immunitaire, il ne faut pas qu'il soit trop fort, il ne faut pas qu'il soit trop faible. S'il est trop faible, tu aurais un cancer par exemple. Parce que ton corps, là, tout de suite, on parle, il t'a peut-être des cellules immunitaires qui se battent contre une cellule cancéreuse et elle meurt et tu ne le sais pas. Donc là, il ne faudrait pas qu'il soit trop faible. Il peut être aussi trop fort. Les maladies auto-immunes, c'est aussi ça. C'est quand un système immunitaire est trop énervé, trop activé. Donc, il faut qu'il soit tout le temps modulé. Et ça, cette inflammation, donc le système immunitaire qui est dérégulé, il y a plein de causes aussi à ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est l'alimentation.
déjà. Donc aujourd'hui, on a des aliments qui sont beaucoup moins riches en polyphénol, des végétaux en polyphénol, en antioxydants. Et ces polyphénols vont moduler, en fait, ça s'appelle des MAC, des modulateurs d'activité kinase. Les kinases, ce sont des molécules inflammatoires. En fait, c'est quand il y a une inflammation, tu as toute une cascade, en fait, plein de molécules qui vont en cascade s'activer pour résoudre l'inflammation. Okay. Et donc, pour la terminer. Exactement. Pour la faire et la terminer. Voilà. Et okay. Après, ça se termine. Mais tu as quand même des molécules inflammatoires qui vont être sécrétées, synthétisées. Et tu as des cascades comme ça, qu'on appelle des kinases. Et en fait, ces polyphénols vont moduler ces kinases. Et donc, le fait de moduler, tu as un système immunitaire qui est beaucoup moins actif. C'est un petit peu comme si tu voulais aujourd'hui tuer une fourmi avec un bazooka alors qu'elle est toute petite et que tu as juste à l'apprivoiser, quoi. Parfois, le système immunitaire, il s'énerve, entre guillemets, il est un peu en colère contre des choses qui ne sont pas forcément étrangères, contre des poils de chat, des acariens, du pollen, etc. On est tous allergiques de plus en plus, il y a de plus en plus d'allergies. Le système immunitaire est trop en colère. Et aussi, tu vas avoir l'intestin. L'intestin, si tu as par exemple... le système digestif, c'est un tube, un gros tube qui commence de la bouche jusqu'à l'anus, qui est ouvert. Donc ça veut dire que tu peux attraper par la bouche des bactéries, des toxines... Il peut y avoir du coup dans ton intestin des bactéries ou des débris alimentaires qui ont été mal découpés et du coup qui restent étrangers pour l'organisme, d'accord ? Parce que le but de la digestion, c'est de découper tes aliments en petites molécules uniques qui restent universelles, qui sont universelles pour nos systèmes immunitaires. Donc si c'est mal découpé, et que ça passe dans le sang, tu as le système immunitaire qui ne reconnaît pas ça. Donc ça peut être ça ou des toxines bactériennes ou autres. En tout cas, si ces étrangers, pour faire général, passent de l'intestin dans le sang, parce que ton intestin n'est pas barricadé, parce qu'il n'est pas suffisamment imperméable. Donc il faut qu'il soit quand même perméable pour laisser passer les vitamines, les minéraux, les nutriments dans le sang, mais il faut qu'il soit suffisamment imperméable pour ne pas laisser passer les étrangers. Et si tu as un intestin qui est un petit peu poreux, qui fuit et qui laisse passer en continu des molécules qui ne devraient pas passer et qui passent, le système immunitaire, à un moment donné, il s'énerve. Et donc, il va essayer de réagir contre ça. On continue comme ça un passage de toxines. Donc, il y a une inflammation qui s'entretient comme ça au fur et à mesure du temps. Et donc, ça peut finalement arriver à des pathologies. Alors, donc ça peut être des pathologies graves, maladies neurodégénératives, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, Alzheimer, etc. Et ça peut être, en attendant, un état de santé qui est intermédiaire, quoi, où tu n'es pas en pleine forme. Ok. Donc, le système immunitaire qui s'énerve et ou les intestins qui n'arrivent pas à bien faire leur travail à cause d'une alimentation non optimale. Voilà. Ça crée de l'inflammation un peu tout le temps, qui fait qu'on est plus fatigué ou qu'on a des douleurs ou qu'on ne se sent pas au top de sa forme, quoi. Exactement. Mais il y a plein d'autres raisons à chaque fois. Mais c'est un état qui n'est pas bien détecté par la médecine traditionnelle, entre guillemets, parce que finalement... on le détecte pas parce que c'est petit, quoi. Exactement. C'est petit, c'est bas, c'est à bas bruit. Et puis. Donc c'est pas grave, mais c'est pas parfait. C'est pas grave, mais ça peut l'être au fur et à mesure des années. D'accord. Donc c'est d'où là vient le préventif ou le prédictif. En fait, c'est très très long pour arriver à la pathologie parfois. Et c'est ça le problème. Un diabète de type 2, ça se construit, entre guillemets. Ça se travaille pendant des années et des années. Oui, donc ce qui fait qu'en fait, finalement, tu vas chez le médecin tous les 2-3 ans, tu fais des analyses, tout va bien, jusqu'à d'un seul coup, 50 ans, tu as du cholestérol ou un problème articulaire assez grave, finalement, parce qu'en fait, pendant 10-15 ans, ça allait, mais ça allait pas au top, mais bon, ça allait quand même, tes analyses, ça allait, mais finalement, on n'a pas vu arriver le truc. Exactement. Et si je dois revenir à cette histoire de maladie d'Hashimoto, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a parfois, moi, donc, je vais faire de la prévention, même si la personne n'a pas ces symptômes d'hypothyroïdie, de thyroïde un peu faible, je vais faire quand même cette prévention et je vais leur dire, vous payez, vous regardez si vous avez des anticorps qui se dirigent contre vos thyroïdes. Et parfois, je vois des anticorps, j'en détecte tout le temps. Ils ne sont pas explosés, mais il y en a. Un petit peu. Il y en a quand même, ouais. Et on voit on laisse faire, ça va augmenter. Exactement. Donc là,
Il peut y avoir des personnes qui vont avoir des symptômes et qui auront la chance de tomber sur quelqu'un qui connaît ça. Mais ou alors, encore mieux, donc qui n'a pas de symptômes, mais qui va découvrir parce qu'on a fait de la prévention et qui va stopper et même inverser cette pathologie, ce qui est quand même considérable. C'est-à-dire qu'on a quand même une force, on a un poids de dingue quoi, sur notre santé, on peut prévenir ça. Et si tu vas chez le médecin, tu ne sais pas, parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il n'a pas eu ce réflexe de se dire « moi j'en vois tout le temps », mais c'est hallucinant de découvrir autant de thyroïdite d'Hashimoto. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas découvert ces anticorps ? Ils augmentent. Tout doucement. Donc, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas trop ce que tu as, jusqu'à ça devient une normalité. Ça devient une normalité. Tout le monde a les cheveux qui tombent, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Voilà, on a la tu mémoire. dis que c'est l'âge, tu te dis que voilà, on vieillit, on est plus fatigué. Et que c'est normal. T'acceptes. Exactement. Résignation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Au fur et à mesure des années, la thyroïde se détruit de plus en plus. Donc là, il va y avoir à un moment donné la thyroïde, un marqueur qui va quand même être en gras parce qu'on va voir, ah oui, tiens, il y a un problème au niveau de cette thyroïde. Là, le médecin va le détecter. Et il va dire, bon, on donne quoi ? Des hormones thyroïdiennes. Mais les hormones thyroïdiennes, ce n'est pas un traitement profond de la cause profonde. C'est simplement... En fait, une maladie auto-immune de la thyroïde, ce n'est pas un problème de thyroïde, c'est un problème d'immunité, de régulation de l'immunité. Parce que tu as des anticorps qui se dirigent contre toi-même. Et donc, en fait, si le médecin, il détecte il voit qu'il y a des marqueurs qui sont élevés, il va donner un traitement substitutif avec des hormones thyroïdiennes. Mais en parallèle, la thyroïde va continuer à se détruire. Mais j'aimerais bien qu'on en parle de ça, de ces maladies auto-immunes. Donc, c'est de l'inflammation. Il y a une augmentation énorme de maladies auto-immunes ces dernières années, à tous les âges. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que d'un seul coup, il y a eu un truc ? Est-ce qu'on les détecte mieux ? Pourquoi est-ce qu'on a plus ou moins un peu tous le système immunitaire détraqué en ce moment ? Alors, comme je te disais, il y a cette histoire d'intestin qui peut fuir aussi. Mais pourquoi ? En fait, on subit un stress chronique, très souvent. Donc, le stress chronique, là, tout le monde est touché et c'est le gros problème. Parce qu'un stress chronique va avoir un impact sur ton intestin. En fait, l'intestin, c'est fou, parce que c'est un organe qui paraît pas noble. Mais en fait, c'est l'organe le plus important au sens où si tout va bien dans l'intestin, tu peux être quasiment sûr que tout ira bien dans l'ensemble de ton organisme. Ok, donc en fait, c'est vraiment un problème intestinal, ces maladies auto-immunes. Pas que, mais... Pour tout le monde. Mais ça joue beaucoup. Il y a aussi le stress émotionnel. Il peut y avoir aussi un choc émotionnel. Il peut y avoir dans l'enfance des choses qui se sont passées, qui fait qu'à un moment donné, il y a une déclaration de cette maladie auto-immune. Donc les intestins, le stress émotionnel. Voilà, les hormones aussi, c'est très féminin. Donc, 70 à 80% des maladies auto-immunes sont chez des femmes. Voilà. Exactement. Il y a ce côté de chromosome XY, mais il y a aussi beaucoup le fait que l'équilibre hormonal de la femme est complètement différent de celui des hommes. Et aujourd'hui, on a des œstrogènes qui sont un peu explosés, au sens où on a une grande imprégnation œstrogénique par rapport à ce qu'on devrait avoir à cause des perturbateurs endocriniens, etc. Et donc, l'hyperœstrogénie qu'on a aujourd'hui a aussi un impact sur ces pathologies auto-immunes. Donc, c'est en explosion. Il y a aussi l'alimentation, bien sûr. On mange trop aussi de gluten, même si il ne faut pas forcément le diaboliser. Mais on en consomme trop, du blé moderne, ce qui fait que ça rend l'intestin plus poreux quand on en mange trop souvent. Et surtout pour des personnes qui sont sensibles, il peut y avoir aussi un déclenchement de maladies auto-immunes. Ça peut être aussi l'étincelle, si tu veux. Bon, moi, je suis concernée. On en a vachement déjà... toutes les deux, on en a quand même déjà beaucoup discuté. Mais c'est quand même fou, tu vois, que les médecins, même les pharmaciens, ne connaissent rien à ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, en gros, je suis touchée, tu vois, alors que déjà, je mange très bien, comme tu disais. Je fais du sport, j'essaie quand même de passer du temps avec la nature. Bon, c'est vrai qu'au niveau du stress et du sommeil, je ne suis pas encore au top, même si je m'améliore. Mais tu vois, en gros, on a une vie qui ne correspond pas du tout à ce qu'il faut.
Et tu vois, juste avant, dans le podcast que mon invité précédent, donc c'était un philosophe qui nous parlait de ralentir. Ouais. Mais comment est-ce que c'est possible, finalement, d'intégrer une meilleure hygiène de vie, pas juste bien manger, pas juste faire du sport, mais aussi finalement voilà, mieux dormir, faire attention à ses hormones. Enfin, tu vois, au final, on a l'impression que c'est impossible et qu'on est tous condamnés à avoir un peu des maladies auto-immunes, de se dégrader et de devoir prendre 1000 compléments alimentaires ou médocs à partir de 45 ans, quoi. Tu m'as déprimée. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Justement, apporte-nous de l'espoir. Tu vois, comment est-ce que c'est possible, en fait, finalement, dans ce quotidien? Est-ce qu'on doit rejeter la vie qu'on mène tous? Est-ce qu'il faut tous qu'on aille à la Bastille et, tu vois, se révolter contre ce système qu'on sait tous, dans lequel on s'est tous plongés? On s'est tous plongés, on s'est un petit peu autodétruit, hein, c'est un petit peu ça. C'est vrai que... Après, c'est individuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont très bien supporter cet effet-là, cette vie qu'on mène aujourd'hui. D'ailleurs, on le supporte tous très bien, parce que moi, je trouve que c'est impressionnant, la façon dont le corps réussit à s'adapter avec le mode de vie qu'on mène. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais on est tellement différents d'il y a plusieurs centaines de milliers d'années que waouh, c'est choquant pour le corps. Et pourtant, on réussit à s'adapter, à être quand même en relativement bonne santé. Donc, on s'adapte très bien. À un moment donné, c'est vrai qu'on se désadapte quand même beaucoup, hein, de plus en plus. Mais tu as des gens qui vont complètement réussir à avoir une bonne santé avec ce stress-là et d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. C'est aussi relatif à l'histoire de la personne, à son enfance. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à vivre dans un pays chaud. Des personnes qui ont une thyroïde, par exemple, un peu faible, de vivre dans un pays où il y a de la chaleur. Elles n'ont pas besoin non plus de trop solliciter leur thyroïde pour se réchauffer, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de personnes comme ça, des patientes qui habitaient au Maroc ou dans le Sud et qui finalement vont pas bien, elles habitent Paris. La médecine fonctionnelle, c'est de trouver la cause profonde. Je lui dis, moi, je vais essayer je bricole, mais la cause profonde, vous savez ce que c'est. C'est que tu es génétiquement programmé pour habiter dans le Sud ou au soleil ou dans un pays chaud et que finalement, c'est pas du tout adapté. Pour cette personne-là, c'est pas adapté. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à être avec la nature, à être au soleil, à voir l'horizon aussi. Ça, c'est hyper important. On se rend pas compte à quel point de voir l'horizon, tout simplement, parce qu'on est tout le temps, il y a tout le temps des immeubles partout. Et voilà, donc parfois, moi, je trouve que ce que je dis à mes patients, surtout pour certaines personnes, la cause profonde, je sais que c'est de changer de ville, de pays. Mais attends, parce que là, en fait, tu es en train de me dire un truc qui me paraît fou. C'est-à-dire que pour certaines personnes, juste déménager dans un pays chaud ou voir l'horizon, c'est-à-dire la mer ou dans une grande plaine ou une grande campagne, une forêt immense, c'est ça c'est mieux que qui peut aider à diminuer une maladie auto-immune. Est-ce que tu es en train de me le dire ça? Mais ça contribue énormément, bien sûr. Ça contribue, ou la stabiliser en tout cas. Oui, je pense que d'être à l'extérieur, d'être exposé à la lumière naturelle, d'être au contact de la nature, je suis... Alors, c'est moi qui le dis, je n'ai pas l'appui, j'ai pas regardé les études scientifiques là-dessus, je pourrais le regarder, je pourrais chercher, ça pourrait être un thème intéressant, peut-être. En tout cas, oui, je pense que ça vaut beaucoup plus que n'importe quel complément alimentaire qu'on va prendre comme ça parce qu'on pense que c'est la panacée, alors que c'est absolument pas la panacée, même si moi je l'utilise au quotidien, tout le temps avec mes patients, de manière précise et de manière temporaire, ou parfois non, ça dépend, mais en tout cas, aujourd'hui on fait un peu n'importe quoi, on a un espoir sur les compléments alimentaires qui sont encore une fois très bien, mais là on a basculé en fait dans... Solutionnisme. Exactement, on est trop focalisé là-dessus et on en oublie l'essentiel. Je pense que c'est ça, on en oublie l'essentiel. Et alors l'essentiel, justement, c'est quoi? En tout cas pour tout ce qui est inflammation, problème de système immunitaire déréglé, est-ce qu'il y a peut-être une règle, quelques trucs vraiment qui marchent à tous les coups, dont on s'est totalement coupé et qui peuvent énormément aider assez facilement? Déjà, l'exposition à la lumière naturelle, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne font pas forcément. Et ça, je me bats pour ça, parce que... Ça veut dire quoi, l'exposition à la lumière naturelle? C'est-à-dire quoi? Prendre un bain de soleil de 20 minutes tous les jours? Ça veut dire, et même pas s'il y a pas de soleil, quand même être sous les nuages. En fait, c'est ça, c'est d'être à l'extérieur. Passer du temps dehors. Passer du temps dehors.
Pourquoi? On parle beaucoup d'hormones aujourd'hui, il y a une grosse dérégulation hormonale. Alors c'est vrai qu'il y a les perturbateurs endocriniens, il y a le stress, etc. Mais il y a ce manque de lumière. Et en fait, on a besoin de lumière pour fonctionner. Mais ça, et les gens se focalisent encore une fois beaucoup sur l'alimentation, qui est hyper importante. Hein. Je parle de ça tout le temps, donc évidemment. Mais on regarde toujours une seule chose. On va regarder les compléments alimentaires, on va regarder l'alimentation, et on oublie quelque chose d'énorme. Tu vois, c'est comme si t'es là, t'as un Prince, t'es tout petit, enfin, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. J'imagine vraiment qu'on est dans notre délire avec... on voit tout en petit, alors que si tu te mets sur une montagne et tu regardes là, tu dis waouh, en fait, j'ai oublié un élément essentiel, c'est d'être exposé à la lumière, tout simplement. Mais personne n'est exposé à la lumière. Tu vois, je pense même par exemple à mes enfants. Enfin, le matin, on va à l'école, souvent il fait nuit. Bon, là, il commence juste à faire jour, mais de toute façon, au pire, c'est même pas 5 minutes de marche. Ouais. Beaucoup vont en bus ou en transport en commun. Ensuite, à l'école, ils sont enfermés toute la journée. Bon, ok, ils passent du temps dans la cour de récréation. Mais parfois, quand il pleut, ils sont sous le préau. Bon. Et le soir, tu les récupères, il est 18h, tu rentres à la maison direct. Il y a des activités parfois extrascolaires, souvent c'est à l'intérieur. Ouais. Il y en a finalement assez peu en extérieur. Voilà, peut-être un peu le foot, le rugby, mais il y a beaucoup de sports indoor. Ouais. Et tu vois, passer du temps à l'extérieur, c'est rare. Et même là, tu vois, hier, il faisait très beau. Bon, il faisait froid. On est allé faire du vélo avec ma fille, mon mari, on courait. On n'a vu que 2 enfants. Ouais. Et c'était un dimanche à 16h30. Hein. Pareil que moi hier, c'était pareil. C'est fou. Et en plus, toi, tu habites dans un endroit très dense, Bois de Vincennes. Ouais, exactement. Et tu n'as pas vu d'enfants? Au parc, c'était samedi. Non, c'était avant-hier, c'était samedi après-midi. Il n'y avait personne. Mais personne. À partir du moment où il fait froid, on reste chez nous. Mais je ne sais pas si tu imagines. C'est fou. Alors qu'il faisait même beau en plus. Il y avait un peu de soleil. On a eu un beau week-end. Donc les gens restent à l'intérieur parce qu'il fait froid et donc on se conditionne comme ça. Et on parlait d'hormones, on parle beaucoup d'hormones aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre hormonal, alors toutes les hormones, elles sont interdépendantes. Tout fonctionne en même temps. Et il y a ce que je dis souvent, et ça je sais que tu l'entends quand je fais les petites formations ou les petites conférences que je donne aux filles. Dans l'expérience club. En fait, il y a c'est une symphonie, est un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre, c'est le soleil, c'est la lumière. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un rythme circadien, nos organes fonctionnent avec un rythme. Et ce rythme-là, il est orchestré par la lumière, par l'alternance jour-nuit. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est à l'intérieur tout le temps, et la nuit, on est exposé aux écrans. Donc, on fait un petit peu tout l'inverse. Et on est dans une pollution de LED, en fait, de lumière comme ça. Je trouve que c'est une vraie pollution aussi, ça. On parle de pollution à l'extérieur, mais ça aussi, je trouve qu'il y a une pollution. Cette lumière, tout le temps, c'est LED quand tu es à l'extérieur, avec toutes ces lumières qui te font mal aux yeux le soir, alors que tu es censé être apaisé. Ça, c'est pas bon. Et ça a un impact énorme sur tout le fonctionnement de ton corps. Juste la lumière, parce que au niveau de ta rétine, tu as des cellules qui ne sont pas impliquées dans les cellules de la vision. C'est des cellules qui sont photosensibles, qui doivent capter cette lumière dès le matin, le plus proche du réveil, donc sans lunettes de soleil. Et c'est vrai que quand on a du soleil, les gens mettent des lunettes. Non, et même les aveugles qui mettent des lunettes de soleil ne devraient pas, parce que ces cellules, elles ne sont pas impliquées dans la vision. Il faut que ça capte cette lumière. Attends, tu es en train de me dire qu'il faut arrêter de mettre des lunettes de soleil? Ouais. Tout le temps? Alors, ça dépend. Si tu n'es pas habitué, c'est que tu as les yeux très fragiles. Enfin, il y a toujours des exceptions. Si tu es à la montagne, tu fais du ski, tu vas pas te taper une kératite. Attention. Non, mais il faut faire attention à ça. Tu vois, tu as des moments où... Donc, genre, par exemple, il fait un peu beau, je me promène, même en ville ou pas très loin de la plage, je mets pas de lunettes de soleil. Non. Quitte à plisser des yeux. Quitte à avoir des petites rides là. C'est pas grave, c'est mieux. C'est mieux d'avoir des rides. Ouais, parce que sinon, ça capte pas tout. Tu as quand même une barrière, en fait. Et c'est pour ça, même quand tu es à l'intérieur, même si tu as des grandes baies vitrées, tu vas avoir aussi... tu vas pas avoir les rayons, tu vas pas capter tous ces rayons. Et ça, c'est fondamental, parce que une fois que c'est capté, le matin, tout de suite... il va y avoir on va dire à ton cerveau cette lumière qui va être captée par ces cellules. Ces cellules vont informer le cerveau que c'est le jour, et donc il va nous dire
fabrique du cortisol. C'est une hormone, on a l'impression que le cortisol c'est mauvais, c'est une hormone qui est hyper importante, parce qu'elle nous aide à faire face au stress déjà, et elle nous aide à être éveillés, à être motivés, etc. pour la journée. Et en même temps, elle dit, le fait d'avoir capté cette lumière, ça dit au cerveau, ne fabrique plus de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Et à l'inverse, le soir, eh bien, c'est la nuit, donc on va dire stop le cortisol qui va baisser tout au long de la journée pour que tu sois moins éveillé et plus apte à t'endormir, si tu veux, et la mélatonine qui va du coup être sécrétée. Mais si tu as les écrans, tu as les LED, parce que même si on va dire que tu es hyper bon élève et que tu ne regardes pas tes écrans le soir, chose qui n'arrive à personne, je pense, eh bien, tu vas avoir les LED de chez toi. La plupart des gens, aujourd'hui, on n'a plus les lumières à incandescence. Tu sais que quand tu touches, c'est chaud, qui sont un peu jaunes, un peu plus jaunis, quoi. Et là, c'est très blanc, et finalement, ça, c'est très mauvais pour le sommeil parce que, justement, ta rétine va capter cette lumière et donc, elle va dire au cerveau, ne fabrique pas forcément de mélatonine puisque c'est le jour. Et ça, c'est très problématique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mélatonine n'est pas juste impliquée dans l'endormissement. C'est hyper antioxydant. C'est une molécule qui est impliquée même dans toutes les phases du cancer. Tu vois, si tu as une cellule cancéreuse, la cellule, elle a peut-être une dizaine de capacités à faire un cancer, à produire un cancer. Et la mélatonine, elle va stopper toutes ces étapes dont la cellule est capable. C'est une molécule, et d'ailleurs pour mes patients qui ont un cancer, on va pouvoir leur donner parfois de la mélatonine haute dose, pas à visée endormissement, mais pour cette visée anti-cancer. C'est une molécule qui est juste incroyable. Donc c'est vrai que, et puis même, là j'ai parlé de quelques notions, mais le fait de capter cette lumière, il va y avoir tout de suite une implication au niveau des circuits neuronaux pour la fabrication des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine. Ok. Qui sont hyper importants pour la régulation de l'humeur. Donc là, tu es en train de me dire que le premier truc, finalement, c'est même pas de bien manger, c'est juste de passer du temps dehors, ça va avec, à la lumière du jour. C'est-à-dire que si tu manges bien et que tu te dis, tiens, je vais prendre des compléments alimentaires parce que je vais pas très bien, en fait, tu joues sur 0,01%. En fait, tu bricoles, c'est du bricolage. Moi, j'ai l'impression de faire du bricolage si je vois que la personne n'est pas bien et qu'elle ne s'expose pas à la lumière naturelle. Okay. Et puis, quand tu es à l'intérieur, en fait, pour te donner une idée, quand tu es exposé au soleil, tu es exposé à 10 000 lux à peu près. Okay. Allez, sous les nuages, tu as peut-être 5 000, 6 000 lux. Quand tu es ici à l'intérieur, tu es exposé à peut-être 200, 300 lux. Tu vois la différence, c'est énorme. Et malheureusement, le soir, tu as des shoots comme ça, de lumière bleue qui te... Donc la lumière, premier facteur de santé optimale. Oui, vraiment. Quelques autres trucs. L'alimentation, par exemple, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? Les fruits, les légumes, les fibres? Alors, tu as des généralités, bien sûr, où les fibres, les légumes... les poissons gras, sardines, maquereaux, quelques fois par semaine pour les oméga 3, pour tempérer cette inflammation. Tu vas avoir... en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des légumes à chaque repas, de varier, de ne pas manger tout le temps le même légume, de suivre les saisons. On n'est pas censé manger tout le temps la même chose. Et parfois, tu vas avoir alors, ça, c'est personnel, c'est mon avis, c'est que même des œufs... Alors, les œufs, c'est hyper bon, mais je me dis, tiens... Est-ce que les poules pondent des œufs tous les jours, tout le temps? Non. Parfois, peut-être respecter ce cycle et pendant un mois, ne pas consommer d'œufs. Parce que aussi, souvent, je trouve en fait, les gens développent des hypersensibilités vis-à-vis de certains aliments parce qu'on mange tout le temps. La même chose. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'être très varié. Mais tu vois, je le prends même moi au quotidien. Bon, c'est souvent moi qui suis responsable des repas à la maison. Je me plains pas. Enfin, voilà, ça me plaît. Mon conjoint fait énormément de tâches ménagères. Voilà, on est vraiment très équitable. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est plutôt mon truc. Et c'est vrai que souvent, j'ai pas d'idée, ça me saoule. Même si j'aime bien, les enfants ont aussi souvent envie de manger la même chose. Donc, aussi, nous tirent un peu vers le bas, quoi. Parce que... Enfin voilà, en plus, moi, j'ai des ados à la maison et ça veut souvent des pâtes au fromage, des trucs vraiment basiques, très gras, très salés, rapidement rassasiants. Et c'est vrai que même si je fais attention, on a souvent tendance à manger un peu pareil tout le temps, quoi. C'est vrai que c'est un travail. C'est un énorme travail. La dernière fois, je pensais à toi, j'étais au magasin et donc il y avait des blettes. Bêtes ou blettes, je ne sais plus comment on dit.
blettes. Et voilà, tu sais, je sais, tellement j'en mange peu. Et je pense à toi qui me dis, j'entends vraiment ta voix dans ma tête, quoi. Si t'as pas l'habitude d'en manger, tu les mets dans ton caddie. Ouais, c'est exactement ça. Donc, je me suis forcée, je vais et j'ai mis les blés dans mon caddie. C'était bon alors Et franchement, alors je les ai mis dans un smoothie mélangé parce que c'est pas forcément le légume que je préfère. Mais voilà, c'est très bien passé, je les ai mangés. Pour mes enfants, pour manger les blettes, c'est compliqué. Donc, il faut que je les coupe en très, très, très petits, que je les cache dans une quiche ou dans une soupe ou voilà, dans un mix sauce tomate lentilles, pâtes pour que ça passe. Mais ça reste quand même un travail alors que je suis ultra sensibilisée et volontaire. Ouais. Je sais que c'est un travail. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils fonctionnent vraiment par mimétisme. Donc, à un moment donné, même si la période d'adolescence est un peu compliquée, ils vont revenir. J'ai hâte que les tiens soient adolescents et que tu m'envoies des messages. Lucille, ils veulent rien manger. Ah, mais déjà, ça commence. Hein. Le plus grand, il a 8 ans. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus compliqué. Je sais bien. Mais ça va revenir après. C'est pas grave. Ouais. L'idée, c'est de pas lâcher. J'ai 3 enfants et c'est vrai que tous sont différents. Il y en a un pour qui c'était très facile quand il était petit, goûter à tout. Une autre, c'était compliqué. Et en fait, il y a un moment donné où j'avais envie de donner que des pâtes. Tellement ma petite mangeait rien. Et en fait, je me suis conditionnée à dire, c'est comme si les pâtes n'existaient pas, en fait. Et elle n'aura pas le choix. Et finalement, aujourd'hui, elle aime tout. Elle adore les topinambours. Parfois, je vais me faire... c'est mon petit truc à moi. Je ne sais pas si tout le monde aime ça, mais je vais me mettre de l'huile d'olive avec du curcuma, du cumin, plein d'épices comme ça, et j'adore. Elle va tremper son pain dedans. Elle va dire, maman, c'est bon parce qu'elle a voulu goûter. Voilà, alors que ça paraît pas très attirant pour un enfant de voir des épices comme ça. Donc manger très, très varié. Varié. Il y a des AMAP aujourd'hui, tu sais, tu peux commander un panier déjà tout fait. Comme ça, tu n'as pas à choisir. Parce que finalement, tu peux manger varié au niveau des légumes et des fruits. Mais c'est vrai que sinon, le reste, tout ce qui va être un peu viande ou même céréales, genre pâtes, riz, pain, pommes de terre, bon, tu tournes un peu avec les mêmes trucs. C'est ça. Alors... Donc c'est là qu'il faut varier aussi, quoi, dans les sources de féculents et de viande ou poisson. Je pense que, alors à part les légumes, oui, il faut varier. Tu peux varier, même si ça aussi, ça demande un effort, je pense. Mais voilà. Tout ce qui est viande, moi, je pense qu'il ne faudrait pas tout le temps prendre le même morceau de viande. On peut tout le temps aller chez un boucher de qualité. Il faut... Alors ça, j'insiste beaucoup sur les animaux qui sont nourris à l'herbe, d'accord, et surtout pas avec des tourteaux de soja, puisque le profil lipidique, parce qu'on dit toujours que la viande est inflammatoire, mais ça dépend ce qu'elle a mangé. Donc le profil lipidique de la viande, son gras en fait, va dépendre de ce qu'on lui a donné à manger. Donc pour traduire, les graisses de la viande qu'on mange, que ce soit poulet, vache, porc, agneau, ou même des poissons qu'on mange, les graisses qui sortent de cette viande ne sont pas les mêmes en fonction de ce que l'animal a mangé. Complètement. Mais ça, comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Comment est-ce qu'on peut savoir comment l'animal a été nourri? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? Je pense que tu vois tout de suite si tu peux faire confiance à la personne. Ça se sent. Tu poses des questions, tu sens si la personne est passionnée. Si c'est quoi les questions qu'il faut poser à son boucher? Alors moi, je vais pas trop chez le boucher. Mais parfois, pour mes enfants, j'y vais. Qu'est-ce qu'on leur demande? Moi, personnellement, je demande si c'est nourri à l'herbe. Alors, souvent, s'ils te disent « Ah, c'est français, c'est bon, c'est français. » Ok, c'est français, mais ça ne me dit pas si ça a été nourri à l'herbe. Donc, quand on te dit c'est français et qu'on ne t'en rajoute pas, bon, tu sens qu'il y a une faille. Si c'est nourri à l'herbe, ne t'inquiète pas qu'il va le mettre en avant, le boucher. Il va vraiment te le mettre en avant. Après, tu as dans les Biocoop, dans tous les magasins bio, tu as aussi des viandes qui sont sous vide. Tu as aussi, alors j'ai découvert une super viande qui s'appelle le haché féroce. Le haché féroce. Donc là, je suis en train de faire la pub du haché féroce. Attention, il faut m'en laisser, il ne faut pas que tout le monde en prenne. En fait, c'est nourri à l'herbe. Donc les animaux sont nourris à l'herbe. Donc le profil, c'est même noté profil oméga 3, super, etc. Et en fait, ce qui est top, c'est que dans les steaks hachés, tu vas avoir 20% d'abats. On n'a pas l'habitude de consommer des abats. Et c'est vrai que ça aussi, quand tu dis varier, de varier les différentes parties de la viande, on a l'habitude de consommer des parties nobles qui sont tendres, Et finalement, on n'a pas évolué comme ça. Quand on avait une bête on avait réussi à la chasser, et on mangeait tout ce qu'il y avait, en fait. On n'avait pas le choix. Donc, on a évolué en consommant un petit peu toutes les parties de l'animal. Et aujourd'hui, on mange que la partie le jambon, noble. Le steak. Exactement. Donc, de pouvoir consommer du foie, souvent on va me faire du cœur. Alors là, on va encore plus... C'est vrai que c'est un peu spécial, mais c'est vrai que le cœur est très riche en coenzyme Q10,
qui est un antioxydant très puissant qui fait fonctionner nos mitochondries. Ouais, donc... Tu allais manger c'est du cœur de quoi? Non, mais moi, j'arriverais pas poulet. Non plus. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je te... C'est quoi? C'est pour ça que je te dis le haché féroce, là, dont je te parlais. Ils mettent un petit peu de ça dans le haché. Tu manges du cœur de quoi, toi? Il se moque de moi, David, là. L'expert en gastronomie. Le cœur de canard, c'est évident, c'est hyper facile, c'est très commun. Cœur de canard. Ouais, et le cœur de bœuf, après, ça peut se consommer. Cœur de bœuf. Moi, c'est la tomate, la cœur de bœuf. Le reste, je peux pas. Non. Je peux pas. Après ça, je sais pas. Mais je comprends très bien. Mais c'est donc, juste, du coup, je dans fais ce l'état des haché lieux. féroce, tu vas avoir un peu de cœur, c'est ça que tu me dis? Un peu de foie. D'accord, c'est un peu caché comme dans les quiches, quoi. On cache dans le steak haché. Okay. Mais tu vois, aller au boucher, le boucher achète un petit peu tout ce que tu peux et de pas tout le temps acheter la même viande. Alors moi, je suis végétarienne. Après, bien. du coup, grâce à toi, je remange du poisson, notamment sardines, maquereaux. Au début, je me suis forcée, maintenant j'aime bien. Finalement, on s'habitue à tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même aussi une grosse envie, ou en tout cas prise de conscience, je pense, sur la viande, notamment chez les femmes, contre la férocité, tu me parles de féroce, mais la férocité de l'élevage industriel, tout ce qu'on peut voir. Enfin voilà, il y a aussi une révolte un peu. Donc c'est marrant parce que parfois on se révolte contre les conditions, la condition animale. Nous, on a notre condition à nous, on a plus de mal à s'y révolter. Voilà, il y a quand même pas mal de gens qui ne mangent pas de viande, ou très peu. Est-ce qu'on peut s'en sortir malgré tout sans manger de viande? On peut, après Alors moi, je vais avoir un biais de recrutement au sens où mes patients, c'est des gens qui, quand ils viennent, ils vont pas bien. Donc, et souvent, ils mangent très peu de viande. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'on c'est pas écologique, qu'on mange trop de viande, qu'on mange trop de protéines animales. Et je pense, oui, c'est vrai, mais en tout cas, mes patients, c'est encore une fois un biais, c'est qu'elles ne mangent quasiment pas de protéines. Et même si elles ne sont pas végétariennes, au final, elles le sont presque. Elles mangent des protéines peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine. Donc, des protéines animales, voilà, des protéines animales. Donc, en plus, elles ne se disent pas végétariennes, donc elles se disent, bon, tout va bien, je ne fais pas attention, je ne vais pas me supplémenter en vitamine B12, etc. Et là, c'est des gens qui ne vont pas forcément bien. Il peut y avoir des végétariens, des véganes qui vont bien. Véganes, c'est plus compliqué même, mais si ils font attention à leur alimentation, il faut être très structuré, il faut bien connaître et surtout, aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans un monde quand même assez stressant et être végane ou végétarien, il faut être peut-être, je sais pas, au soleil, à Bali ou je sais pas où, tranquille et peut-être, voilà, ton corps, il va fonctionner autrement en fait, il va être peut-être moins en demande. C'est ça aussi. Aujourd'hui, non seulement les aliments sont appauvris en micronutriments, les sols, etc. Et en plus, notre corps en demande plus parce qu'on est soumis à un stress énorme. C'est important ce point. Tu nous dis que l'alimentation aujourd'hui, elle nous apporte moins. C'est un des arguments d'ailleurs, des compléments alimentaires. Dire que l'alimentation aujourd'hui est moins riche en vitamines, en minéraux. Ça, c'est vrai, tu confirmes? C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Alors, y a des analyses et puis on voit, il y a une étude même récente qui a montré à quel point la population manquait de vitamines, de minéraux, de fer, de zinc, de sélénium, etc. Donc ça, c'est un vrai constat. Le problème, c'est qu'on va tout de suite aller vers les compléments alimentaires sous prétexte que notre alimentation est appauvrie. Je pense qu'il y a un entre-deux à avoir et bien sûr, encore une fois, les compléments alimentaires sont très importants. Mais encore une fois, les gens oublient vraiment l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir suffisamment de micronutriments avec une bonne alimentation en choisissant les bons légumes qui n'ont pas été pesticidés, en choisissant des... Voilà. Et puis aussi, alors ça c'est très important, mais ce qui est le plus compliqué aussi, c'est de baisser sa charge de stress parce que à partir du moment où tu es stressé, ça va se répercuter sur ton intestin. On dit on est ce qu'on mange, mais en fait, ça je reprends les termes d'un de mes professeurs, qui s'appelle le professeur Castronovo, qui est connu, et qui dit on est ce qu'on assimile. Et c'est vrai, parce que finalement, quand tu manges, c'est pas parce que tu manges quelque chose que tu vas assimiler ces micronutriments. Si tu as un intestin poreux, si tu as une dysbiose intestinale, ce qui veut dire un déséquilibre entre les différentes bactéries qui se trouvent dans ton microbiote, qui sont hyper impliquées dans la digestion et dans l'assimilation de tes antioxydants, tes polyphénols, tes vitamines, etc.
t'auras beau manger tout ce que tu veux, si tu es stressé, tu assimileras pas beaucoup ou très peu. Donc ça aussi, tu peux peut-être manger peu et être tellement peu stressé que tu vas tout assimiler, et manger énormément et au final, il n'y a rien qui va être assimilé parce que tu es en stress de dingue. Donc ça compte. Le stress de dingue, finalement, tout le monde l'a un peu. En plus, clairement, en ce moment, avec les news qui déferlent, affreuses, qui te dépriment trop, ça rajoute une charge de stress, les horaires à respecter, les conditions financières de monsieur et madame tout le monde, dont je pense qu'on fait totalement partie, l'envie de voir nos enfants réussir, de les aider, les accompagner. Il y a une grosse pression là-dessus aussi. Exactement. Donc, est-ce que c'est pas un peu... Finalement, moi, de ce truc de stress, je me sens concernée, d'autant plus pour mon dos et ma maladie auto-immune, mais comment est-ce qu'on fait pour diminuer son stress ? Est-ce qu'il y a un truc un peu qui marche pour tout le monde ou pas ? Ou est-ce que finalement, c'est un peu un vœu pieux et qu'on est un peu condamné à tous être stressés ? Alors, c'est compliqué de trouver des solutions. Alors là, il y a une solution générale que je donne toujours à mes patients. Et après, c'est vrai qu'en consultation, je vais beaucoup discuter avec la personne pour essayer de trouver des solutions pour baisser cette charge de stress. Donc parfois, il y a des solutions, ça dépend. Et parfois, c'est plus compliqué. Parfois, je vais même carrément leur suggérer. Et il y en a qui l'ont fait et qui ont réussi de changer de métier quand c'est possible. C'est pas facile pour tout le monde. Je suis pas en train de dire ça, c'est très compliqué. Parfois, tu as des mères célibataires, parfois, c'est compliqué. Mais en l'occurrence, j'avais une patiente, c'était une petite jeune, elle n'avait pas d'attache, elle n'avait pas d'enfant. Elle a complètement changé de métier. Elle avait, c'était compliqué, elle avait des douleurs de dingue. Elle s'était mise même carrément à ramper tellement elle ne pouvait plus marcher. C'était comme un nœud géant qu'elle avait sur tout son corps. Je ne sais pas si c'était une fibromyalgie, une maladie, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était compliqué, quoi. Elle a dû passer en médecine interne, hospitalisée, on ne savait pas ce qu'elle avait. Et au final, elle a changé de vie, changé de métier. Elle est partie habiter en Bretagne. Et finalement, même ses anticorps auto-immuns contre la thyroïde sont passés de 800 à, je ne sais plus, très peu, très très bas. Donc, on peut, si on peut suggérer aux patients, il y en a qui écoute d'une oreille, ça chemine au fur et à mesure. Il y en a, je sais que c'est pas possible. On va essayer. Là, c'est l'extrême. Je te parle de l'exemple d'un métier, de changer de vie. Mais parfois, il y a des petites solutions pratiques au quotidien que je vais pouvoir suggérer au patient en fonction de ce qu'il va me raconter, de sa vie. Et il y a quand même une chose qu'on peut tous faire, je pense, et qui pourrait être automatisée, c'est la cohérence cardiaque. Je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je pense que les études le montrent. Ça régule le système nerveux. Le fait d'en faire ça 3 fois dans la journée, 5 minutes. Alors, c'est vrai qu'on se dit, il faut faire le sport. C'est vrai que on a l'impression que, limite, de prendre soin de soi, c'est... comment dire, c'est sans fin, quoi. Tu as toujours un truc à faire, c'est presque une nouvelle tâche. C'est une injonction, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais le terme. L'injonction de prendre soin de soi, c'est horrible, en fait. Alors, ça devrait être naturel. Et pas mentalisé, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve des solutions. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Souvent, moi, je dis, au début, ça va être compliqué, puis après, c'est automatique. Tu sors, tu vas acheter ton pain, tu sais que tu vas chercher tes enfants, tu fais ta cohérence cardiaque 5 minutes. Et ça fonctionne bien. Et le mieux, c'est même de le faire avant de manger. Ça t'apprend à respirer. Je pense même que le fait de faire une prière, quand on parle de religion, les gens qui font leur prière avant de manger, c'est un peu comme de la méditation pleine conscience, finalement. Ils sont là, ils se posent, ils regardent la nourriture, ils ne se jettent pas tout de suite. Il y a de la gratitude. Il y a de la gratitude. Donc, je pense que c'est aussi intéressant, cette histoire. Après, il faut être croyant ou pas, mais de se poser avant, d'éviter les sources de stress avant de manger, c'est important pour assimiler les micronutriments de ce qu'on mange. Donc, et c'est pour ça, quand on parlait aussi de compléments alimentaires, moi, ça me fait bien rire quand les gens ne mangent pas très bien et qui finalement prennent des compléments en plus. Alors, on va dire que c'est peut-être mieux que rien, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, l'assimilation du complément, est-ce qu'elle va être faite ? Parce que si tu manges mal, ton microbiote intestinal, il ne va peut-être pas être très bien réglé, entre guillemets, il ne va pas être équilibré. Et donc, pas de possibilité d'assimiler complètement le complément alimentaire que tu auras pris. Donc ça aussi, c'est important à avoir à l'esprit de tout le temps, ne pas oublier l'essentiel. Moi, ça me fait penser à une étude d'ailleurs qui était très intéressante sur la peau, le complément alimentaire sur la peau. Tu sais, on a voulu savoir, on a fait 2 groupes et on s'est dit, tiens, on va regarder
Le lycopène, c'est un antioxydant très puissant au niveau de la peau qui protège des rayons du soleil. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire un groupe complément alimentaire lycopène et un groupe, on va prendre de la tomate, parce que le lycopène se trouve dans la tomate. C'est l'antioxydant de la tomate, ouais. Donc, ce groupe va manger de la tomate. Et en fait, on va regarder s'il y a des brûlures, s'il y a des coups de soleil, quel groupe aura le plus de coups de soleil. Et on s'est rendu compte que le groupe qui avait pris le complément alimentaire avait plus de coups de soleil que l'autre groupe. Pourquoi ? On s'est rendu compte que dans l'aliment, il y avait d'autres éléments, notamment ce qu'on appelle les phytoènes et les phytofluènes. Donc, c'est des antioxydants, pardon, je vais y avoir une crampe, des antioxydants qu'on a découverts il n'y a pas si longtemps que ça et qui se trouvent dans plein d'aliments finalement et qui, en fait, vont te protéger du soleil à des longueurs d'onde différentes que le lycopène. Le lycopène va te protéger de certaines longueurs d'onde du soleil, phytoènes et phytofluènes, d'autres longueurs d'onde. Donc ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire garder une humilité et se dire qu'on n'est pas capable en tant qu'humain de reproduire ce que la nature nous a offert et de reproduire l'aliment en tant que tel. C'est impossible. Aujourd'hui, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans un aliment. C'est ce qu'Anthony Fardet utilise dans son discours sur la matrice de l'aliment alimentaire plutôt que juste le complément alimentaire. Et c'est vrai que parfois, il y avait eu des pubs comme si, en représentant une banane et ensuite la liste des ingrédients avec les molécules. Mais finalement, c'est pas du tout pareil de manger toutes les molécules qu'il y a dans la banane et de manger une banane, c'est pas du tout la même chose. Non, il y a une organisation structurelle qui fait qu'on peut pas reproduire ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à... Je fais une petite pub, instant pub, du coup, pour Anthony Berthoud qui sort son livre là et qui j'ai eu l'honneur, qui m'envoie ses écrits avant leur impression. Et j'avais lu ça hier rapidement comme ça et je me suis dit tiens c'est pas mal cette image où il disait en fait quand on pense que compléments alimentaires, même si encore une fois je précise que je les utilise, d'accord, c'est important, c'est un petit peu comme si tu voulais empiler des planches de bois pour reproduire un très beau chêne. C'est impossible. Donc, je trouve que c'est une image qui est bien trouvée parce que les compléments alimentaires de manière isolée ne reproduiront jamais ce que tu as dans l'aliment. Donc, j'insiste là-dessus. Au final, bien manger, c'est quoi ? C'est manger bio. C'est manger énormément de fruits et légumes variés, très différents, de la viande aussi très variée, nourrie correctement à l'herbe. Et c'est quoi ? C'est faire attention aussi à son intestin. Comment est-ce qu'on peut faire attention à son intestin ? C'est en variant l'alimentation ? Alors en variant, en ne mangeant pas tout le temps les mêmes aliments. Enfin, je me suis rendu compte, même chez des personnes qui mangent plutôt bien, qui sont très averties au niveau de la nutrition, qu'elles vont manger souvent du pain, des pâtes, des pommes de terre, et voilà, et des produits laitiers, beaucoup de fromage. Mine de rien, même si ces personnes mangent bien, même si elles font attention, je me rends compte, quand je questionne, qu'il y a une grande partie de gluten et de produits laitiers. Alors c'est vrai que c'est un sujet à part, d'accord, donc on ne va pas rentrer dans le détail, je ne dis pas qu'il faut les diaboliser du tout, mais le problème c'est qu'on en mange trop, et le gluten en particulier... En fait, c'est un gluten moderne, surtout qu'on a aujourd'hui. Les gens mangent du gluten moderne. Et je précise parce que souvent on me dit « Oui, mais moi je mange du blé complet, des pâtes complètes. » Et c'est vrai que les gens se disent, on a l'impression se rassurent en fait en mangeant du blé complet, alors qu'en fait ça reste du gluten, mais juste qui est complet, c'est tout. Et, avec des fibres, avec plus de fibres. Avec un peu plus de fibres. Et en plus, si c'est pas bio, il y a beaucoup de les pesticides. Donc, en fait, je me rends compte que les gens ne peuvent pas se passer de gluten au quotidien. Et donc, comme il est moderne, il est plus compliqué à digérer, d'accord ? Donc, tu as des variétés anciennes. Donc, moi, ce que je conseille personnellement aux gens, c'est d'éliminer complètement le blé moderne, sauf, bien sûr, les restaurants. Oui, alors, je parle pas quand tu vas au restaurant, ça, surtout pas. Quand je dis éliminer complètement, c'est à la maison. Ok. Moi, personnellement, je le fais et c'est ce que je conseille aux gens, c'est d'éliminer à la maison. On peut complètement s'habituer. Les variétés anciennes, c'est super bon. C'est pas du tout... c'est pas une angoisse, un truc pas bon. Oui, mais alors tu vois, parce que les gens, déjà, font l'effort d'aller acheter du vrai pain chez le boulanger. Ouais, mais c'est pas du vrai pain. Et c'est ça le problème. Et du coup, c'est quoi le blé pas moderne ? Alors, aujourd'hui, tu sais, le blé moderne, c'est quoi ? C'est parce qu'on a voulu augmenter la productivité des blés. Donc, il y avait des grains qui n'étaient pas suffisamment remplis. Donc, on a fait des croisements de plein de blés différents pour avoir des blés le plus remplis possible. Et donc, aujourd'hui, on a ce blé moderne qui comporte, je crois, à peu près 150 000 gènes. Nous, on a 20 000 à peu près. Donc, si tu imagines, on est moins compliqué qu'un blé, quoi, que du blé. Donc, pour assimiler ça, le digérer, c'est compliqué.
Ça fait pas si longtemps que le blé est dans nos assiettes, ça fait quoi, 10 000 ans, donc ça paraît beaucoup, mais finalement à l'échelle de l'évolution c'est peu, donc on n'a pas été habitué à manger ça. Autant en tout cas. Et en plus autant, et avec des variétés non anciennes. Donc les variétés anciennes, il y a moins eu ces croisements. Et ce qui est très important aussi, c'est la fermentation longue, c'est-à-dire que quand tu prends du pain, qui est une fermentation longue, que le pain est levé pendant longtemps, la fermentation, c'est quoi? Tu as des bactéries qui vont prédigérer à ta place le gluten. Donc c'est quoi, hyper intéressant. C'est le pain au levain? Ouais, au levain, mais 100%, parce que parfois tu peux avoir du levain, mais pas 100%. Comment tu fais pour trouver ça? C'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Moi, je vais chez mon boulanger, elle a déjà quand même quelques variétés. C'est pas bio. Déjà, les boulangeries bio, c'est quand même assez rare. Malheureusement, ça augmente un petit peu, mais ça reste quand même rare. Et le vin, alors elle met pain au levain, mais il n'y a pas plus de précision que ça. Ouais. On ne sait pas trop. Tous les pains ont un peu la même tronche. Donc, en gros, tu te dis qu'elle l'a plus ou moins décongelée. Je suis pour les boulangers artisanaux, mais il y a quand même beaucoup de boulangers artisanaux qui ne font pas exactement leur pain. Tu vois, ceux qui sont bien tout dans les briques, on est d'accord, non, dans les... Bah, c'est vrai que c'est pas pareil que le boulanger. Alors, il y en a une qui est ouverte en bas de chez moi. C'est un truc de fou. Je crois que tout le monde me dit, mais ils ont cherché, ils ont dit, elle est où Rivka? Je vais m'implanter là où il y a Rivka, parce que c'est vrai que c'est une boulangerie qui est incroyable. C'est la vraie fermentation longue. Ils vont fermer pendant 2 jours entiers. Comment tu fais pour trouver ces... Enfin, même comment est-ce que tu... Quelle question, voilà. Quelle question tu poses à ton boulanger pour t'assurer que tu as affaire à du blé non moderne, donc du blé ancien, une vraie fermentation longue? Quelle question est-ce que tu poses à ton boulanger? Tu lui demandes c'est du blé ancien? Est-ce que c'est du blé moderne ou est-ce que c'est du blé ancien? De toute façon, blé ancien, tu vas voir, ça sera marqué petit épeautre, Corazan, rouge de Bordeaux, du Camus. Donc tu auras... Enfin, ça, tu vois, moi, par exemple, j'habite dans les Yvelines. Il y a peut-être une seule boulangerie à Saint-Germain-en-Laye qui le propose. Il n'est pas ouvert tout le temps. Alors moi, ce que je propose aux patients, c'est de trouver la boulangerie avec fermentation longue, etc. Bon, à la limite, s'il n'y a pas de fermentation longue, si c'est au levain et pas de la fermentation super longue, c'est déjà... Voilà, on fait déjà ce qu'on peut. Mais même si c'est loin, parce que c'est vrai que la plupart des gens vont à la boulangerie du coin, et d'acheter en quantité, de faire trancher, de mettre au congélateur, et comme ça, ils ne retournent pas. Moi, c'est ce que je faisais quand j'avais pas cette boulangerie qui a ouvert en bas de chez moi il n'y a pas longtemps. J'allais un peu plus loin. C'est vrai que ça faisait un petit peu de route, mais j'en achetais plein et je faisais congeler. Okay. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée. Après, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Donc, moins de gluten, moins de produits laitiers. C'est dur pour les Français, ça, d'entendre ça. Enfin, tu vois, moi, vraiment, depuis que je te vois, alors que j'avais l'impression de très bien manger, j'ai quand même amélioré mon alimentation. J'ai pratiquement exterminer le gluten de mon alimentation, pas fond, mais parce que toi, c'est particulier aussi, oui. C'est quand même vraiment un travail, quoi. En tout cas, en France. C'est ça. Ça dépend d'autres pays. C'est une gymnastique de réflexion. C'est vrai que c'est compliqué à accepter parce que tu te dis, on n'est pas censé mentaliser, en fait, la nourriture. Et là, aujourd'hui, on est obligé de la mentaliser, quoi. De se dire, tiens, ça, c'est du gluten, ça l'est pas. Mais à force, ça devient automatique. Au départ, c'est une réflexion et ça s'automatise. Et oui, le gluten moderne, ou même le gluten tout court, tout le temps, on le met tous les jours dans nos assiettes. Et c'est même pas qu'une question de gluten en tant que tel. Ça peut être même, si tu me disais, je mange du brocoli matin, midi, soir, je vais te dire, à un moment donné, ça va peut-être être compliqué pour ton intestin, ça va le fragiliser. Oui, mais c'est ça, c'est juste trop tout le temps. C'est vrai qu'on va manger du pain le matin pour les tartines, le midi, un bout de pain, ou même des pâtes ou de la semoule, ça reste du blé. Ouais. Et le soir, pareil, remanger du pain avec un bout de fromage ou des pâtes. On peut facilement manger du blé 3 fois par jour. Exactement, mais c'est le des quotidien petits gâteaux, de tout les le monde. Petits biscuits, les biscuits, les gâteaux. Et donc, en fait... je vais expliquer un petit peu plus en profondeur juste pourquoi c'est important, parce que sinon et après les gens... on va terminer parce que sinon on peut se parler pendant 8000 ans. Mince, c'est déjà passé. L'heure est passée. En fait, le gluten, il contient une protéine qui, donc une protéine, c'est quoi? C'est un collier de perles d'acides aminés. Enfin, c'est un collier de perles, donc ça veut dire plein d'acides aminés collés. Et on est censé
avec la digestion, découper cette protéine en petits acides aminés uniques. D'accord ? Parce que si cette protéine allait directement dans le sang, elle serait reconnue comme étranger pour le système immunitaire. Donc, il y aurait une attaque. Donc, on veut découper en perles uniques. Le gluten, il y a des enchaînements qu'on ne sait pas découper. On n'a pas d'enzymes digestives pour découper des enchaînements d'acides aminés de ce gluten. Et donc, tu as des enchaînements comme ça, qui sont inflammatoires, qui peuvent aussi rendre poreux l'intestin. Alors ça, c'est encore autre chose, mais le gluten en tant que tel peut rendre poreux l'intestin, plus ou moins en fonction des fragilités, d'accord, individuelles. Et donc, en fait, par prévention, il y a peut-être des personnes qui iront très bien toute leur vie avec du gluten. Par prévention, je préfère dire aux gens, voilà, gluten non moderne, donc le blé ancien, et même quand c'est ancien, allez d'en prendre 3 fois par semaine de manière modérée, en fait. Parce que ça revient à varier tout simplement. Ça revient à manger des légumineuses, du quinoa, des châtaignes, du riz, du sarrasin, de la patate douce, du sarrasin. Et on a moins ce réflexe. Voilà. Dernière chose, comment est-ce qu'on sait si on a un intestin poreux ? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte soi-même ? Alors, tu peux t'en douter avec la qualité de tes selles. Okay. Donc, des selles qui vont checker son caca dans les toilettes. Toujours, ouais, exactement. Moi, je parle tout le temps de caca avec mes patients. En fait, les selles qui sont très molles, ça peut être un indicateur. Tu te dis, tiens, quand tu as une diarrhée, tu peux logiquement te dire que tu as un intestin qui est poreux. Après, c'est pas forcément flagrant. D'accord ? Donc, c'est ça la complexité. Et donc, tu as des analyses biologiques un peu poussées, des marqueurs qui sont pas forcément remboursés, qui sont pas remboursés du tout d'ailleurs, et parfois qui sont pas aussi fiables. Donc c'est un ensemble de symptômes, c'est un ensemble de marqueurs, donc c'est un petit peu compliqué, mais on peut le savoir, oui, on peut quand même. Merci beaucoup Rivka. Comment est-ce qu'on fait ? Donc, pour te consulter, on ne peut plus. En gros, tu prends pratiquement plus de nouvelles personnes. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des gens comme toi de confiance, qui ne sont pas des charlatans, qui peuvent vraiment nous aider dans cette recherche d'optimisation de forme quand on sent qu'il n'y a rien de grave, mais ce n'est pas non plus le top ? Il n'y a pas malheureusement de liste de médecins fonctionnels, de naturopathes, c'est à la confiance. Alors bon, moi je vais réouvrir mon planning, je pense d'ici septembre, je pense que je vais pouvoir le réouvrir et je prends quand même quelques patients, surtout les maladies auto-immunes, parce que je me spécialise de plus en plus dans ce sujet-là, malgré moi, à force d'en voir. Donc ça c'est une chose, donc je vais reprendre des patients, mais je donne aussi des formations. Donc ce que j'ai fait là par exemple, c'est que j'ai mis des créneaux de formation sur une matinée sur la maladie d'Hashimoto, parce qu'il y a tellement de demandes que je peux pas prendre tout le monde, donc je me dis au moins il y a une formation sur une matinée où les gens vont savoir plein de choses dessus. Donc finalement c'est quoi ? C'est une sorte de webinaire de formation pour les individus que ce soit professionnels. Professionnels ou pas, mais même si toi, tu as une maladie auto-immune d'Hashimoto, tu te dis, tiens, je vais apprendre plein de choses. Ça permet d'être acteur de ta santé, de savoir comment te diriger. Donc ça, c'est ce que je fais. Sinon, on peut venir m'écrire et je dirigerai vers des personnes qui sont de confiance. Tu as des médecins fonctionnels, tu as des naturopathes qui sont excellents et qui ne sont pas forcément ni médecins ni des scientifiques, qui ont changé de voie, qui sont parfois autodidactes et qui sont extrêmement compétents. Donc, ça dépend vraiment des personnes et souvent, je dirige au fur et à mesure. Donc, voilà, on peut m'écrire et je le ferai. Ok, merci infiniment Rivka d'être venue. Avec on te laisse plaisir. retourner à tes nombreuses activités et à bientôt. Oui, merci en tout cas à toi pour ta confiance. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce que vous vous êtes reconnus dans certains symptômes qu'on a décrits ? Gestion du stress, exposition à la lumière, variation de l'alimentation. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez changer en particulier ? Faites-nous en part dans les commentaires, on lit tout ce que vous nous écrivez. Et puis si vous cherchez un début d'accompagnement, notamment pour mettre en place le sport, l'alimentation optimale et un bout de force mentale, téléchargez mon application Lucille Woodward et retrouvez votre ligne de vie. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut !